Je suis un ancien membre de gang, c'est un peu ça, c'est ma vie, hein, qui a été ultra violent à une époque de sa vie et très haineux, et qui, par un cheminement spirituel, a complètement changé de personnalité, et aujourd'hui, qui s'est tourné vers le bien, vers l'amour, hein, tout simplement, quoi. Bon, déjà, ça commence par une vie dans une cité, quoi, déjà. Une mauvaise fréquentation, vol de voiture, toutes sortes de bêtises, de la drogue, très jeune, et surtout un refus parental. Voilà, quelque part, avec les gars que j'ai vécu, c'est la honte, voilà, d'écouter les parents, etc. Donc, quelque part, tu te déconnectes avec le milieu social. La cité, à l'époque où je suis, il y a quand même une sorte de racisme blanc, quelque part, si je me rappelle quand même tout petit, quoi, hein, parce que je vis dans la première cité, et c'est surtout, on va dire, une cité de blancs, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'immigrés, et tout autour, c'est construit des très grands buildings, en fait, d'immigrés, de Marocains, Algériens, ce que tu veux, hein. Et on est confronté, à quelque part, dans cette petite cité, à pas mal d'agressions. Alors, j'avais beaucoup d'amis, moi, algériens, etc. C'était mes potes, hein, tu vois. Mais on se retrouve dans une situation, quelque part, d'insécurité. Et puis, mon père, voilà, un petit peu raciste aussi, quelque part, t'entends des trucs, ceci, cela, voilà. Père alcoolique, beaucoup d'autres parents alcooliques, des gens qui se critiquent, qui s'aiment pas, quelque part tu te projettes pas là-dedans, quoi. Tu te sens mal, ça pue, t'as des tags partout, des crachats partout, tu passes ta journée à glander en bas de l'immeuble, et quelque part aller à Paris ou je sais pas où, ça te paraît le bout du monde. Il y a, je sais pas, psychologiquement, il y a un enfermement qui est fort, quoi, et quelque part, t'as envie de t'évader, quoi. C'était en quelle année ? Alors moi, je suis arrivé en Bagnolet en 1967, jusqu'en 1981, j'évolue, voilà, comme un jeune de cité qui a un manque de repères, quoi, qui sait pas qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Tous les potes que j'avais, ils avaient des plus grands frères qui étaient déjà quelque part dans des bandes, hein. Donc quand tu vas à l'école tout petit, t'es confronté à du racket, t'es confronté à de la violence. Et moi, j'étais pas quelqu'un de méchant, mais tu dois grandir trop vite, tu vois. T'es poussé à grandir. Donc quelque part, c'est démesuré parce que tu dois assumer un personnage, et puis t'es pris entre la peur et dans le fait que tu dois pas être un bouffon quelque part. Et puis ce qui s'est passé un jour, c'est que je me suis tapé avec un chef, quoi, carrément, et puis je lui ai mis une mandale, et puis quelque part ça l'a calmé. Et puis ma destinée, elle a changé. À partir de là, j'étais respecté quelque part. Et donc je me suis retrouvé dans une situation où j'ai compris que je pouvais être quelqu'un avec la violence. Est-ce que le fait d'avoir été violent vous donnait le sentiment d'exister ? Petit à petit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents, ils ont commencé à avoir peur. Parce que je les traitais, j'étais indiscipliné, j'étais un peu fou, quoi, quelque part, toi. Donc ma mère, elle avait peur, toi, elle m'aimait, quoi. Donc ils m'ont placé dans un lycée quelque part privé, toi. Et dans des lycées privés, t'as des cas. Donc tu te retrouves avec des gars, ils sont un peu fêlés, donc ta violence, ça devient démesurée. Et je me suis fait virer d'un premier lycée. Et quelque part dans ce lycée-là, j'avais fait un voyage en Angleterre. Et moi, je tripais pas mal le rock'n'roll. J'aimais beaucoup le rock'n'roll. J'aimais avoir un look, toi. À ce moment-là, je pense pas qu'il y avait encore le rap, tout ça en France, tu vois. Donc c'était plutôt, hard rock, rock'n'roll, etc. Moi, j'aime bien avoir un look, toi. Et puis j'avais un professeur d'anglais, le gars super cool, tu vois, qui écoutait du punk, tout ça. Donc il avait programmé un voyage en Angleterre. Donc pas de problème, on va en Angleterre. Et puis quand j'étais dans les puces de Londres, là, j'ai vu un gars, tu vois. Ça m'a marqué beaucoup, hein. C'était un skinhead, toi. Je savais pas ce que c'était. Le gars était balèze, rasé. Il avait vraiment une sale gueule, toi. Et quand il marchait, tout le monde avait peur de lui. Et si tu veux, pour un gamin, un adolescent, quand tu vois comme ça un monstre comme ça te dit, ouais, c'est pas mal ça quand même, toi. Tu te dis, ouais, ce gars, il dégage. Mais tu sais pas ce que c'est, toi. Donc,
je suis rentré comme ça avec cette empreinte et je me suis fait virer de ce lycée. Donc mes parents, ils cherchaient un truc pour me calmer, tu vois. Et en plus, je me suis fait virer pour une violence bien balèze pour un jeune, tu vois. Ils n'avaient jamais vu ça dans le lycée. J'avais défoncé le gars, tu vois. Et donc, ils me trouvent un lycée rue d'Assas. Et rue d'Assas, bah, c'est un quartier où il y a beaucoup de fascistes, quoi. C'est connu pour ça, toi, rue d'Assas. Et là, donc je joins ce lycée. Donc j'étais en 3e, c'est 1982. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, dans ce lycée, il y a un skinhead, toi, qui est champion de boxe. Le gars, c'est une terreur complète. Toi. Il marche avec une gueule, tu vois, il regarde tout le monde. Et je fais le rapport avec ce que j'avais vu, tu vois, en Angleterre. Et je dis, waouh, ça dégage, toi, ça m'attire, toi, ça m'attire vraiment, toi. Et puis, il y avait des fous furieux qui venaient le chercher à la sortie de l'école, toi, des gars de gang, toi, vraiment ultra violents, indisciplinés, tu vois. Et quelque part, bah, ça m'a donné comme envie bah, de rejoindre une famille, tu vois, d'exister avec des gens. Mais cette violence, elle était vraiment démesurée par rapport à ce que j'étais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à cultiver la haine. J'ai eu une préparation. Psychologiquement, j'ai commencé à détruire tout ce qui était bon à l'intérieur de moi-même. J'ai commencé à prendre leur dégaine, tu vois, leur façon de regarder les gens. Et j'ai commencé à me taper de plus en plus avec des personnes qui me regardaient. Donc c'était comme un entraînement, tu vois. Et quand j'étais vraiment à bloc, tu vois, comme un boxeur qui s'entraîne, tu vois, et que j'étais prêt pour le combat, et ben j'ai trouvé ma mère. Et je lui dis, maman, tu sais, voilà, maintenant j'ai 15 balais, les gonzesses, les machins, les trucs, j'aimerais bien avoir un petit look, là, t'as vu comment que je suis habillé? Parce que mes parents étaient pauvres, tu vois. Et je lui ai fait acheter un Bombers, le look skinhead, des bretelles, chemise de bûcheron, des Rangers, et puis je lui dis, j'aimerais bien me couper les cheveux aussi, donc 1 centimètre sur la tête, et je me suis pointé quelque part à l'école. Et je savais que ce jour-là, j'allais rencontrer le skinhead qui était dans l'école. Et à cette époque-là, tu pouvais pas être skinhead comme ça, en fait. Parce que tu te faisais défoncer la gueule. Si tu rencontrais une bande de skinhead, tu te faisais dépouiller. Et donc, je savais que j'allais être confronté à cette réalité. Donc, ce jour-là, quand je suis venu à l'école, c'était vraiment... J'étais à fond, tu sais. C'était comme, je sais pas, partir à la guerre, tu vois. Pour un petit gars de 15 ans, c'était... j'avais une pression... tellement puissante, tu vois, en moi, mais je savais pas ce qui allait m'arriver, je savais pas ce que c'était un gang, tu vois. Et donc, ce que je savais, c'est que cette école, de la 6e à la 3e, c'était dans un établissement dans la rue, un petit peu plus loin, et de la seconde à la terminale, c'était dans un autre building, et bah, la cafétéria et le restaurant, c'était ici. Et je savais que j'allais le rencontrer le midi, en fait. Donc, j'ai eu cette rencontre avec ce gars. À un moment, il me voit arriver, il me regarde, toi, il dit, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'il fout là, comme ça, habillé, ce gars-là, toi. Et puis, je passe devant lui, il me fait, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, alors, moi, je veux être un skinhead, et je suis un skinhead, toi. Et bon, quelque part, j'ai eu de la chance, c'était dans le lycée, toi. Parce qu'il était plus grand que moi et plus fort, toi. Mais comme j'étais petit, que j'avais une bonne gueule, que je frappais et tout, donc il m'a accepté. Et c'est comme ça, en fait, ça a été mon professeur, quoi. C'est comme ça que lui, il m'a introduit dans un gang, quoi. Je me rappelle d'une fois, quelque chose qui m'a marqué dans ma vie, c'est que j'avais rendez-vous avec un jeune pour me taper. Et en fait, ce jeune-là, il était entouré de ses grands frères et tout ça. Et que je savais que si je lui en mettais une, ça allait être ma fête après. Et ce jour-là, j'ai pris un coup, j'ai rien pu dire. Et c'est vrai que j'ai eu de la haine en moi qui est apparue. Mais en même temps, j'avais des potes immigrés, c'était mes amis. J'ai grandi avec des Juifs, j'ai grandi avec des Marocains, des Algériens, c'était mes potes. Donc c'était mitigé. Pas vraiment, c'est pas vraiment que j'étais raciste puisque c'était mes amis aussi, tu comprends, j'avais grandi avec eux. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu cette fascination pour la violence parce que à cette époque-là, les skinheads, bah, c'était plus violent même dans les cités, tu vois, c'était vraiment des gens très violents. C'est surtout une fascination. Donc à partir de là, comme à cette époque-là, ceux que je voyais, ils étaient racistes, bah, il a fallu que quelque part,
que j'accepte cette idéologie sans vraiment comprendre tout ce que ça allait voilà, m'amener, quoi. Tu vois, parce que je voulais faire partie je voulais devenir un skinhead et quelque part je pouvais pas être comme j'étais obligé d'être comme eux, quoi. Donc avec la panoplie, t'acceptes aussi l'idéologie, t'acceptes ceci, t'acceptes cela, t'as pas le choix, tu vois. Et donc à partir de là, quand tu joins un groupe comme ça, même si dans ton fond t'es pas une méchante personne, bah il y a ce proverbe qui dit « Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». À un moment, ça vient en toi. Ça vient comme un virus, tu vois. Ça vient dans ton cœur, ça te pourrit. Et petit à petit, tu commences à avoir une haine, mais voilà, une haine viscérale. Même pas simplement envers tout le monde, quoi. Tu comprends? C'est de la haine. La haine, tu peux la diriger de telle manière ou de telle manière. Mais en fait, quand la haine elle vient en toi, eh ben, elle va s'exprimer soit avec un racisme contre ceci, un racisme anti-blanc, parce qu'on trouve les mêmes choses partout. Antifa, fasciste, machin, c'est la même haine. Mais suivant la bande que tu rejoins et l'état d'esprit qu'ils ont, la haine va s'exprimer avec une couleur particulière, quoi. Quand vous rejoignez cette bande, est-ce que vous avez encore des contacts avec les personnes racisées que vous avez côtoyées auparavant? Bah, disons que c'est vrai que c'était des contradictions parce que quelque part, quand je voyais des personnes qui avaient des parents algériens, marocains, peu importe, et que je connaissais avant, on se disait toujours bonjour. C'était eux. Disons que c'est étrange à expliquer, mais même avec cette évolution, cette apparence raciste en moi que j'ai pris, on m'a jamais manqué de respect. On a toujours gardé des bons rapports, sauf à un certain moment où ça a vraiment pété. Mais ça, c'est vraiment quand cette haine en moi, elle a pris une telle proportion qu'à un moment, j'étais habillé comme un nazi, quoi. J'avais des tatouages nazis, etc. Et c'est vrai qu'à un moment, bon, avec ces cités-là, j'ai eu des vraies batailles, quoi, vraiment. Vraiment des trucs féroces, quoi. Au point que, à un moment, mes parents, ils m'ont viré parce qu'ils avaient peur, quoi. Ils avaient cassé les gangs des cités, ils avaient tout cassé, mis le feu à l'appartement de mes parents, tout ça. Mes parents, parce que moi, je tenais le truc. Tu vois, j'étais fracassé à cette époque-là, donc moi, fallait y aller, tu vois, peu importe. Mais à un moment, mes parents, ils m'ont dit, écoute, tu peux pas rester, c'est pas possible, quoi, faut que tu partes, quoi. Et c'est à ce moment-là, vraiment, il y a eu une session, tu vois. Et mais avant, non. Tu vois, avant, il y avait toujours un moyen de discuter, de dialoguer, quoi. Donc vous rejoignez cette bande, qu'est-ce qui se passe par après? Bah, en fait, quand je rentre dans cette bande, il y a un phénomène, c'est que je suis plus petit qu'eux, je suis plus jeune. Et j'ai une bonne gueule, j'ai un bon look. Je suis comme une mascotte. Et je suis poussé à l'avant. Au lieu que je sois à l'arrière, quelque part, c'est moi qui vais des fois taper le premier, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est que je suis obligé d'assumer une violence qui est démesurée. Une situation qui est démesurée. Ça veut dire que je développe... j'ai pas le droit d'avoir peur. J'ai pas le droit de douter. Et c'est difficile. C'est difficile. On n'est pas des Rambo, tu vois. Donc il faut toujours que je me lave le cerveau. Il faut toujours que je sois sous une pression. Et à la fin, je deviens comme un animal, quelque part, tu vois. C'est un état animal. Ça veut dire que psychologiquement, tu es tellement en alerte que tu vois des ennemis partout, sauf ton gang. Quand tu es dans la rue, tu vois des ennemis partout. C'est comme quand quelqu'un qui fait la guerre, quoi. Et à un moment, bah, je deviens comme un paranoïaque quelque part, tu vois. Je deviens fou. Et puis c'est une violence démesurée. En fait, dans un gang, ce qui se passe, c'est que c'est toujours celui-là qu'on fera le plus. Donc par exemple, à un moment, on a vu le film Orange Mécanique. Et ben, je te dis, on sautait à pieds joints sur la gueule des gars, quoi, tu vois. Ça veut dire que quand on rencontrait un autre gang et qu'on chopait des gars, on les laminait. Mais c'était vraiment du massacre, tu vois. Et donc, si tu veux, il y a un rapport avec la violence où t'en jouis. T'en jouis. C'est ton bonheur. Tu t'es déconnecté avec l'amour. T'es déconnecté avec la bonté.
Ça veut dire que tu vas même parler avec tes potes, ouais, c'était génial, t'as vu, on l'a défoncé et tout ça. Donc, tout ça, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas le respect des femmes, il y a plus, t'es déconnecté des parents. Par exemple, ma mère, moi, elle allait me chercher, elle pleurait, ma mère, elle devenait folle. Je rentrais à la maison, j'avais du sang sur mes vêtements. Truc de fou. J'avais la police judiciaire qui venait me chercher pour des meurtres. Tu vois, ma mère, elle est devenue folle, toi. Et elle était tellement forte parce qu'une mère, ça a de l'amour, toi. Elle venait même rencontrer les gens du gang pour les prêcher, pour que je change, toi. Eh ben, je peux t'assurer jamais il leur manquait de respect, ma mère. Il n'y a que moi qui manquais du respect. Et quand je manquais du respect, je disais, ta gueule, tu vas pas parler comme ça à ta mère, toi. Tu vois, la force d'une mère, c'est beau, quoi. Tu vois, franchement, j'ai eu une mère, mais incroyable. Tu vois, un enfant comme ça, tu le laisses, tu l'abandonnes. Jamais ma mère, elle m'a abandonné. Jamais. Tu vois, c'est tellement beau, quoi. Tu vois. Est-ce que durant cette période-là, il y a de la place pour de l'amour? En fait, ce qui se passe, c'est vraiment intéressant. C'est qu'on ne peut pas détruire l'amour qui est en nous. Et il y a des moments, il y avait des pointes, tu vois, ça venait me chercher. Mais quand ça venait me chercher, j'aimais pas. Parce que je devenais faible. J'arrivais plus à frapper les gens, j'arrivais plus à quelque part à assumer ce degré de violence. Ouais, j'en ai eu, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment, j'ai ressenti dans ma vie que l'amour était venu me chercher, tu vois. Et à un moment, par exemple, dans les derniers instants où j'étais avec le gang, je me retrouvais dans des situations, des fois, où j'étais tellement déconnecté que je regardais autour de moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, carrément, toi. Par exemple, je me rappelle d'une fois, j'ai eu un rencard avec un gars d'un autre gang pour me taper, tu vois. Et un gars des Ducky Boys, je me rappelle, toi. Et on était dans le troquet tous les deux et j'étais là, j'hallucinais. J'avais l'impression d'avoir un ami en face, tu vois. Parce que on n'est pas fait pour être mauvais. On n'est pas fait, donc à un moment, t'en as marre, quoi. Tu peux plus, tu vois. À un moment, c'est comme t'es à la guerre, tu tires sur tout, puis t'en as marre. T'as envie d'être, d'être différent. T'as envie d'être comme tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est que quand même, quand t'as été baigné dans une telle haine, tu ne peux pas changer facilement. Quand tu es dans un gang, il y a comme une addiction à être dans un gang. Parce que tu n'arrives pas à trouver ta place dans la société. Parce que tout est trop petit. Tu as l'habitude d'une adrénaline constante. Donc, quand tu n'es pas là-dedans, tu t'ennuies. Je sais pas, c'est fade, tu vois. Et moi, j'ai essayé de décrocher plein de fois. J'y arrivais pas. Je pleurais à la fin, je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde, toi? Et je recommence. Et j'allais voir les gars du gang, et en une journée, c'était reparti, quoi, toi. Donc c'est difficile, toi. C'est resté combien de temps? Je pense que j'ai commencé en 82, et j'ai dû rester jusqu'à 89, quelque chose comme ça, quoi. Quel était le tournant de votre vie? En fait, ce qui s'est passé, je pense que le tournant de ma vie, ça a été quand un des membres du gang, qui était mon ami, il a pris une balle, il est devenu handicapé, et un autre, il a pris une balle dans la tête, et il est mort. Et quand j'ai été voir mon pote à l'hôpital, je l'ai vu dans une bulle, avec de la fumée, tout ça, je m'en rappelle plus trop, mais ça m'a fait un choc. Parce qu'à cette époque-là, tu vis dans un film et tu te dis t'es invincible. Parce que c'est difficile à exprimer, mais plus tu t'inventes un personnage, plus ça crée un charisme, et plus les gens, ils ont peur. C'est pas forcément un homme de 2 mètres de haut, 140 kilos qui fait le plus peur. C'est ce que tu dégages dans tes yeux. On voit les boxeurs quand ils sont sur un ring, ils s'affrontent déjà rien qu'avec leur regard, tu vois. Et en fait, ce charisme maléfique quelque part que tu dégages, ça fait que les gens ont vraiment peur et tu as vraiment l'impression que tu es invincible. Tu vis dans un film. Et là, ce jour-là, quand j'ai vu mon pote comme ça a été le château de cartes qui est... Tu vois, je dis mince, ça nous arrive, toi. Et là, j'ai pleuré, toi.
j'ai pleuré, ça a touché mon cœur, j'ai divagué, tu vois, je divaguais, tu vois, parce que je lui dis mais c'est pas possible, c'est mon pote, tu vois. Et quelque part, ça m'a ouvert une brèche, tu vois, à une sensibilité. J'étais devenu insensible et ça m'a ouvert cette brèche à la sensibilité. Donc j'ai dû m'occuper de lui quand il est sorti de l'hôpital. Et je le prenais toujours avec moi en chaise, je le portais, je le protégeais, ceci, cela. Donc ça m'a amené un petit côté d'humanité. Mais surtout, il y a vraiment des moments où j'ai senti Dieu me chercher. Vraiment des moments. Par exemple, un jour, je me fais courser par une bande adverse. Il y avait au moins, je sais pas, 30 gars après moi avec des armes derrière. Ils voulaient me tuer. Là, tu cours, t'es obligé. Hein. Tu vas pas faire genre, je vous prends tous. Toi. Donc, tu te barres. Toi. Et les gars, ils avaient vraiment la haine. Et j'avais un petit peu d'avance. Donc, j'ai essayé de me cacher sous une voiture, tu vois. Le réflexe à un franc, tu vois. Donc, j'essaye de me hisser sous une voiture. Et finalement, tu peux pas rentrer complètement sous une voiture. Et j'avais mes jambes qui dépassaient, toi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fou, je suis mort. Et puis j'entends les gars être autour de moi. Oh, il est où, comme ça, toi. Et là, je voyais juste d'un côté, tu vois, comme ça. Et là, je dis, mais ça, je voyais les armes et tout. Je vois les gars, ils ont vraiment la haine. Je dis, ah, c'est fini. Ils vont, voilà, c'est fini, quoi. Et là, je prie Dieu. Je dis, Dieu, si tu existes, je te promets, je te donne ma vie. Tu vois. Et moi, j'avais jamais prié Dieu. Quand ma mère elle recevait des religieux, je me foutais de leur gueule et tout. J'étais vraiment un démon, quoi, tu vois. Et là, j'ai prié Dieu, tu vois, parce que j'étais cerné, tu vois. Et bon, quand les gars, ils sont partis, bon, je suis sorti de la voiture, après, j'ai oublié la prière, tu vois. Mais j'ai senti, en fait, dans cette vie, vraiment une protection spéciale. Tu vois, j'ai été dans des centaines de bagarres, j'ai presque pas pris de coups, quoi. Tu vois, et quelque part, j'ai eu des moments, voilà, comme une grâce, quoi, comme si Dieu venait me chercher. Et dans ces moments-là, je sentais la félicité, je me sentais comme, voilà, dans un moment magique, toi, alors que j'étais un gros voyou, toi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, toi? Et petit à petit, c'est comme si l'amour avait déteint en moi et que ça avait été me chercher. Ça m'avait complètement, quelque part, déconnecté de la haine. Et à un moment, je pouvais plus vivre là-dedans et j'ai arrêté, tu vois. À ce moment-là, quand vous êtes encore actif dans la bande, est-ce que cette sensation d'amour vous trouble? Ah ouais, complètement, c'est grave. Je me rappelle d'une fois, j'étais avec un gars du gang et on a embrouillé, il y avait une vingtaine de personnes, on a embrouillé 20 personnes, c'était au Hall, je m'en rappelle. Et je vais pour me taper avec le leader, tu vois, et j'arrivais pas à le toucher, j'arrivais pas à le taper, tu vois, et j'arrivais plus. Et c'était dur, tu vois, je pouvais plus assumer. Et puis bon, on s'arrête, on nous sépare parce que les flics arrivent, donc on nous sépare, tu vois. Et puis je rencontre le gars de mon gang, il me dit alors t'as fini avec lui? Je fais ouais, j'ai fini, mais en fait c'était pas vrai, tu vois. Et à partir de là, c'était terrible parce qu'en fait je voyais qu'à l'intérieur de moi-même, j'étais plus le même. Donc je jouais un jeu, mais à l'intérieur le changement avait déjà commencé, quoi, tu vois. Et donc c'était difficile parce que des fois la haine m'adombrait. J'étais un fou, et des fois, c'était pas du tout ça. Donc, t'es pris comme une sorte de doute, tu vois, et c'est difficile, parce que des fois, il faut faire un choix, des fois, tu l'as pas. Donc, j'étais... ouais, non, c'était dur, quoi, tu vois. Est-ce que c'était dur de sortir du gang? Je voulais plus, moi, haïr les gens, tu vois, mais j'avais vraiment une addiction pour vivre dans un gang. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris refuge d'un groupe de jeunes, qui était voilà, multiracial, tu vois, qui écoutait de la musique, de la soul music, on appelle ça les mods, tu vois. Et ça m'a déjà aidé dans le sens que je me retrouvais avec un groupe, tu vois, parce que j'ai toujours vécu en bande, tu vois. Et à partir de là, comme c'était des gens qui n'étaient pas racistes, tu vois, ils faisaient la fête quand même, etc., ça m'a permis de me poser et de rencontrer toutes sortes de personnes, de ne plus avoir un look, tu vois, skinhead. Et donc, je suis comme sorti d'une prison.
psychologique, et j'ai commencé à redécouvrir la vie. Déjà, ça a commencé là. Ça veut dire qu'au lieu de faire des grimaces tout le temps et d'avoir la haine tout le temps, je me retrouvais dans la vie de tous les jours avec des gens qui n'avaient pas peur de moi. C'était nouveau, quoi, tu vois. Et puis, je me suis dit, je veux plus jamais me défendre. Je veux plus jamais frapper quelqu'un. Et là, j'ai pris le personnage style inoffensif, tu vois, le gars qui s'est jamais battu. J'ai tout rejeté, comme si j'avais jamais existé ça. Mais le problème, c'est que en fait, comme j'étais un skinhead connu, que j'avais fait un groupe aussi connu qui s'appelait les Evolskin, j'étais comme une sorte de, pas d'icône, mais voilà, les jeunes, c'était comme une relève, on était une sorte d'idole, tu vois. Donc il y a plein de gens qui essayaient de me contacter, tu vois, les gens, ils tapaient, ces personnes, ils tapaient des gens devant moi pour me faire voir qu'ils étaient pareils, c'était une horreur. Tu vois. Et là, à partir de là, si tu veux, j'ai eu une sorte de compréhension que j'allais pas m'en sortir comme ça. Tu vois, c'était difficile. Premièrement, par rapport à mon passé, et puis deuxièmement, ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est que parfois, j'avais des remontées de haine qui étaient tellement démesurées. C'était comme si qu'il y avait un monstre qui prenait en fait possession de moi, et je me mettais à frapper des gens, et puis quand je revenais à moi, je me dis mince, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, et je me mettais à courir comme mon bon avant, quoi, pour éviter de tomber en tôle, etc. Et donc je savais plus quoi faire. Tu vois, même si j'essayais quelque part de dominer cette violence, j'y arrivais pas. Elle me prenait, quoi. Et là, c'est là vraiment que je me suis dit, je vais pas y arriver tout seul. J'ai senti vraiment une présence qui était au-dessus de moi. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon pote handicapé, il s'est tourné vers la spiritualité. Lui, il était iranien. Donc, l'Iran, voilà, les gens croient en Dieu, etc. Et son père, il croyait en Dieu. Donc lui, il s'est tourné vers la spiritualité. Et moi, la spiritualité, je connaissais pas, quoi. Tu vois, j'avais prié une fois Dieu, mais je connaissais pas, tu vois. Je savais pas, tu vois. Tu vois, je sortais d'un truc bizarre, tu vois. Et il m'a dit, ouais, Willy, écoute, je fais de la méditation, c'est fort, c'est puissant, toi. Et puis dès que j'ai commencé à prier, à méditer, il y a eu une connexion avec Dieu qui était très forte, très très forte. Et je me rappelle, une fois même, j'ai prié, ça a tellement été fort qu'il y a eu comme une présence qui est entrée en moi, et j'ai senti que c'était tellement fort que même que j'allais mourir, quoi, tu vois, vraiment une présence, tu vois, une grâce, tu vois. Et après, ma vie, elle a complètement basculé. Je me rappelle, ce jour-là, j'ai pleuré, tu vois. J'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de fumer, je suis même devenu végétarien, tu vois. Et à partir de là, je voulais devenir un homme de Dieu, je voulais faire du bien, je voulais donner ma vie pour faire le bien. Et surtout, j'ai réalisé que j'avais fait du mal, quoi. À travers la méditation, tu peux vraiment rentrer en toi-même et comprendre que la haine, la colère, tout ça, c'est des choses qui sont étrangères à l'être. Le changement, il a été quelque part difficile parce que j'avais tellement une psychologie difficile, un rapprochement avec les humains qui était difficile, parce que quand tu vis dans un gang, tu te méfies de tout le monde, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir partir en Amazonie. Et là, l'Amazonie, la nature, elle est puissante. Elle est vraiment puissante, tu sais. Et la communion avec la nature, ça m'a véritablement aidé à sortir de ce traumatisme. Tu vois, par exemple, quand tu marches en Amazonie, que tu pries Dieu, tu as les papillons qui s'approchent de toi, tu ressens les arbres, tu ressens beaucoup de choses, la nature, comme la création de Dieu, c'est très fort, tu vois. Et ça m'a vraiment aidé à pouvoir, quelque part, faire la paix avec moi-même, avec les êtres humains, etc. Et à partir de là, je me suis dit, comme j'ai fait vraiment tellement de mal, j'ai frappé tellement de gens,
j'ai offensé tellement de gens. La seule chose qui me reste à faire, c'est de donner ma vie à Dieu. Quand j'ai réglé ce problème avec moi-même, quand j'ai fait cette guerre avec moi-même, j'ai réalisé que quand j'étais jeune et que je frappais les gens et que j'avais la haine des gens, que j'étais faible. Quand j'ai fait la guerre à l'intérieur de moi-même, c'est là que j'ai compris que c'était dur. Pardonner quelqu'un, tolérer, mais aussi prier pour son bien, celui-là qui te veut le plus de mal, ça c'est une vraie force. Quand tu arrives à là, tu n'as plus d'ennemis. Que diriez-vous aujourd'hui à des personnes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société? Je peux leur dire, déjà, quand je les rencontre, je dis je suis comme eux. Je n'ai pas trouvé ma place. Parce que ce monde, il est trop petit pour moi. Mais avec la spiritualité, tu rencontres un autre monde où il n'y a pas de barrière, où toutes les mauvaises conceptions, ils sont enlevés. Je pense que quand je suis entré dans un gang, quand je vois ces jeunes qui rejettent l'autorité parentale, qui rejettent le pays, qui rejettent tout, c'est parce qu'ils étouffent. Ils ont envie d'être libres. Mais la liberté, elle ne s'obtient pas par une liberté avec de la force. Elle s'obtient par l'humilité. Dieu peut nous donner la liberté. La liberté, elle est à l'intérieur. Quand tu deviens libre, tu n'as pas de problème avec ce monde. Parce que tu vois la liberté, parce que ta liberté, tu l'as gagnée, elle est en toi. Mais ce n'est pas si simple. Il faut se battre à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut combattre les monstres à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que des gens, la manière la plus facile, c'est de s'identifier avec les monstres. Et quand les monstres ils viennent te prendre, bah, tu te dis ouais, moi j'ai la haine, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai la. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que tu es heureux comme ça? Est-ce qu'en rejetant toute la société, tu es heureux? Moi, quand tous les gens me regardaient, quand ils avaient la haine de moi, est-ce que j'étais heureux? Quand j'avais que des ennemis partout, j'étais super malheureux. J'étais traqué par ma haine. Mais quand je me suis libéré de cette haine et que j'ai ressenti de l'amour et que toutes ces barrières ont sauté, alors j'étais libre, j'ai plus eu de problème dans la société. Je peux aller n'importe où, je me sens en paix. Donc ils ont besoin d'une vie spirituelle. La vie spirituelle, ça ne veut pas dire se couper de ce monde. C'est voir le monde avec une autre paire de lunettes. Pas le voir bleu, mais le voir la vraie couleur qu'il est. On ne peut pas enlever Dieu. Dieu, il est partout. Il est l'origine, il est le soutien. Il est toute chose. Donc quand on enlève Dieu, c'est là le problème. On veut être Dieu. C'est vraiment important que les gens acceptent une vie spirituelle. Peu importe s'ils croient en Dieu ou pas. Ils doivent se tourner à l'intérieur d'eux-mêmes et trouver des réponses. Quand on trouve la paix au fond de nous-mêmes, peu importe si on a de l'argent ou pas, peu importe si on est célèbre ou pas, on a de l'amour, on a une véritable richesse.